l'invité du jour sur Sun FM 83. Alors le nom de Fernandel est bien sûr incontournable. Le grand-père nous a fait rire, nous fait encore rire et de génération en génération c'est en continu. Le fils a fait danser peut-être plus la génération de nos parents, en tout cas ses paroles ont fait le tour et sont bien connues par certains. Et le petit-fils que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises a une voix extraordinaire qu'il propose sous différentes formes, par des lectures, il écrit des paroles et puis il est surtout producteur et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'il a décidé de remettre au goût du jour les chansons de son père, en tout cas de les remasteriser pour qu'elles aient un son parfait, si j'ai bien compris, et puis surtout qu'on redécouvre intégralement sa carrière. C'est bien ça, Vincent ? Bonjour Belinda, mais oui absolument, vous avez fort bien résumé la chose. C'est vrai qu'on le sait assez peu, mais maintenant ça va se savoir, je suis producteur et éditeur musical en plus de mes activités artistiques sur le devant de la scène, si je puis dire. J'ai aussi une activité importante dans l'ombre, ce qui a d'ailleurs constitué une partie importante de ma carrière avant que les gens ne commencent à me voir il y a de cela 5 ou 6 ans. Et c'est vrai que à la faveur de mes nombreux déplacements en France et un petit peu à l'étranger également, j'avais, et j'ai toujours d'ailleurs, mais maintenant cette question elle va sans doute cesser ou en tout cas avoir une réponse concrète, j'avais souvent la question, mais comment peut-on écouter, où peut-on écouter les chansons de votre père Franck Fernandel ? Et c'est vrai que, à force que cette demande du public se fasse de manière extrêmement récurrente à chacun de mes déplacements, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, j'ai décidé, un beau matin d'hiver et non pas d'été, de devenir producteur et éditeur musical, justement pour avoir la structure nécessaire afin de m'intéresser à l'histoire et à l'historique de bien des chansons de mon père qui effectivement étaient dans ce qu'on appelle une sorte de vide juridique, pour être synthétique. Et après 2 ans de travail, j'ai déjà ressorti l'album de L'amour interdit, qui date de 82 et qui a été l'album de son succès français et même international, qui s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires. Et puis j'ai mis en branle un autre chantier d'une ampleur plus importante. Et ce chantier avait pour mission de réunir à peu près toute la discographie de mon père enregistrée entre 71 et 79. Et c'est chose faite puisque le 20 juin va sortir un album inédit qui s'appelle C'est toi ma Dolce Vita, où on peut redécouvrir 23 titres avec des grands succès, notamment évidemment L'amour interdit, la première version de 75 qui fête ses 50 ans cette année, mais aussi Sweetie Cherry My Love, Fanny on t'aime bien, et pas mal d'inédits, des phases B comme on disait à l'époque du vinyle, que les gens qui me réclamaient ces chansons pourront découvrir et que la jeune génération pourra également écouter, parce que figurez-vous qu'il m'arrive parfois, je vous l'avoue, d'avoir des jeunes de 20-25 ans qui viennent me voir et qui me disent « on connaît l'amour interdit ». Voilà la chanson sur l'adultère, ce qui prouve bien que le temps passe mais que l'être humain ne change pas, ma chère Belinda. Exactement, c'est un sujet intemporel. Mais alors ce qui est merveilleux, c'est que finalement vous lui rendez le plus beau des hommages déjà à votre papa. Et puis en plus, ça va être le dernier, l'album, si j'ai bien compris, de votre papa. Vous savez, lorsque un artiste meurt, et mon père nous a quittés il y a maintenant presque 15 ans, il est évident qu'il est toujours très délicat pour continuer à faire vivre son œuvre, de trouver de la nouvelle matière. Alors, certains sortent des tiroirs des inédits absolus, c'est-à-dire qui n'ont jamais été gravés ou diffusés, mais la plupart du temps, ces sources peuvent être soit endommagées, soit incomplètes, parce que ça peut être encore à l'état de maquette ou de produit pas vraiment fini. Or, moi, ce que je tenais à faire, c'était d'aller chercher et d'aller tracer les droits de titre qui étaient effectivement sortis, qui avaient été pressés sur vinyle à l'époque, mais aussi je voulais faire le tour de ce qui existait pour trouver certaines versions instrumentales, car à l'époque des années 70 et 80, tous les chanteurs français avaient cette chance de se partager les plus grands arrangeurs et musiciens de séance. Ce qui fait que sur l'album C'est toi ma Dolce Vita figurent plusieurs versions instrumentales qui pour le coup n'ont jamais été gravées, ne sont jamais sorties, que personne ne connaît, et qui, lorsqu'on les écoute quand même, nous poussent
dans une époque et dans un âge d'or de musique extraordinaire, parce que même sans les paroles, c'est un régal, parce qu'il y a de la mélodie, parce qu'il y a de l'harmonie, parce qu'il y a des vrais musiciens. C'est un voyage, quoi, que je propose dans cette chanson française que le public aime beaucoup. Mais c'est vrai que cet album sera effectivement le dernier qui sortira de mon père, tout simplement parce que là nous avons fait le tour. Maintenant, je sais que tout ce que j'ai pu récupérer, je l'ai récupéré, et que tout est proposé parce que j'ai eu cette chance aussi, la chance, elle existe, de pouvoir mettre la main sur des sources de grande qualité. Parce que quand on remasterise, même si la technologie aujourd'hui a fait un bond absolument extraordinaire par rapport à il y a 20 ou 30 ans, il faut quand même que les sources, les masters, soient propres, ne soient pas endommagés, et que l'ingénieur du son qui s'en occupe puisse justement tirer le meilleur parti de ce qui existait déjà auparavant, il y a 40 ou 50 ans, ce qui a été le cas. Donc on va avoir vraiment la chance de retrouver la musique de l'époque, de nos jours, avec la qualité sonore de nos jours. Ça va être merveilleux. Absolument. Vous savez, ce qui est aussi tout à fait extraordinaire, c'est que lorsque le public va redécouvrir sur toutes les plateformes ces masters HD, c'est-à-dire dans la plus haute qualité, dans la plus haute norme sonore actuelle, je pense que, comme on dit familièrement, le public va se prendre une claque parce que la chanson la plus ancienne date de 1971, mais lorsqu'on l'écoute avec le travail exceptionnel qui a été fait par le studio Tone House et également par Musique et Solutions qui m'accompagne sur ce projet depuis longtemps, lorsqu'on écoute la qualité qui a été tirée de ces anciennes bandes, c'est absolument hallucinant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça a été fait non pas avant-hier, non pas hier, mais aujourd'hui même. Mais alors, pour nous, ça va être exceptionnel, surtout qu'à la faveur des concerts de l'été, je vois à quel point ces années-là sont de retour sur le devant de la scène. Mais pour vous, ça doit aussi avoir une charge émotionnelle quelque part. C'est le dernier album que vous sortirez de votre père. C'est merveilleux, hein. Une envie de conserver à ce point-là la mémoire familiale, ça n'arrive pas tous les jours. C'est vrai, mais vous savez, alors c'est un petit peu une expression galvaudée, et pourtant elle est tout à fait réelle lorsqu'on dit que les artistes continuent à vivre grâce au public. C'est vrai. C'est-à-dire que même si j'avais depuis très longtemps l'envie de faire quelque chose autour de l'œuvre de mon père, je ne pense pas que cette démarche aurait été menée avec autant d'abnégation de mon côté si les gens n'en avaient pas fait la demande de manière très régulière. Vous savez, un artiste, c'est d'abord quelqu'un qui fait pour les autres. Alors naturellement, il fait aussi pour soi, parce que la plupart du temps, les artistes expriment des choses assez indicibles qui, dans la vie de tous les jours, leur échappent, mais dont l'art devient un peu le truchement, le vecteur, le véhicule. Mais c'est vrai qu'un artiste fait d'abord pour le public. Et mon père, Franck, était un artiste et un homme d'une très grande générosité qui avait le souci de proposer toujours une qualité au public, aussi bien dans ses albums de studio que dans les concerts qu'il donnait. Moi, j'ai souvenir d'un homme qui avait le très très grand souci de proposer de la qualité, que le public en ait pour sa soirée, en ait pour son argent et surtout en ait pour son bonheur. Et c'est ça aussi qui caractérisait tous ces grands chanteurs de cette époque, dont mon père fait partie. Je pense à Guy Marchand, à Henri Salvador, dans un autre genre, à Beko ou à Nougaro, à Joe Dassin dans la variété française. C'était des hommes qui avaient vraiment le souci et la constance de proposer vraiment quelque chose de beau, de bien fait et de récompenser la fidélité et l'amour du public. C'est pour ça que moi ce qui m'émeut beaucoup, c'est évidemment, alors à niveau personnel, devenir producteur posthume de mon père. C'est une situation, je trouve aussi quelque part incongrue que splendide, parce que ça prolonge ma relation à lui au travers d'un travail autour de son œuvre, autour de ses chansons, mais c'est aussi pour moi beaucoup d'émotions que le public puisse enfin retrouver tout ça. Vous savez, là, j'ai commencé la tournée d'été avec un spectacle qui s'appelle Marcel Pagnol, Variation d'amour, autour de l'œuvre de Marcel Pagnol, spectacle que Nicolas Pagnol a mis en scène et où je suis accompagné par un pianiste exceptionnel qui s'appelle Franck Sieup, et j'ai annoncé il n'y a pas longtemps dans la région, à Carnoux-en-Provence, ensuite à Cannes, que l'album allait sortir. Et c'est très émouvant quand vous l'annoncez sur scène, parce que les gens d'un coup applaudissent et se mettent debout.
Voilà. Alors que vous n'avez rien fait, vous avez juste parlé de Franck Fernandel et de cette personne, de ce chanteur que les gens aiment encore. Et à l'évocation de son nom et en sachant que l'album allait sortir très prochainement, les gens se lèvent et ont les larmes aux yeux. Voilà, je pense que ça, c'est la plus belle récompense en tant que fils, mais aussi en tant que producteur. Et puis ça va être aussi l'occasion pour la nouvelle génération qui n'a pas eu la chance de l'écouter dans ses grandes années, de découvrir son œuvre et de la perpétuer sur 1 à 2 générations de plus encore. C'est ça qui va être Mais tout à fait. Mais tout à fait, vous savez, j'entends très souvent dans les alcôves du show business, n'est-ce pas, des notions qui moi m'échappent un peu. La notion de cible, par exemple. Alors souvent, les décideurs disent, mais alors, quelle est la cible de tel artiste ou de tel produit, de telle pièce, de telle chanson? Je vous avoue que cette donnée commerciale m'échappe un petit peu parce que la cible est à mon sens quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que dès lors que vous proposez quelque chose qui est accessible au plus grand nombre, eh bien le public, quel que soit son milieu social, professionnel, quel que soit son âge, aura le choix d'aller vers tel artiste ou tel roman ou tel film, dès lors qu'on lui donne la possibilité de se faire une culture un peu différente peut-être de la sienne, et surtout dès lors que en tant que producteur, on met en avant quelque chose pour le plus grand nombre. C'est pour ça, si vous voulez, que lorsqu'on dit, on parle de nostalgie, on parle de passé, mais tout ça, quelque part, n'a pas grand sens, car encore une fois, enfin, si vous lisez un roman de Tolstoï, vous plongez soudainement dans la grande Russie d'il y a presque 2 siècles, et puis c'est comme si vous y étiez, parce que le pouvoir évocateur de l'histoire et de l'écrivain font que vous voyagez à des années-lumière de chez vous et de votre époque. La chanson, même la chanson populaire, c'est la même chose. Ce qui veut dire qu'encore une fois, le passéisme et cette espèce d'idée généralisée qu'il n'y a que telle ou telle génération qui peut s'intéresser à tel ou tel artiste, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce qu'encore une fois, si effectivement il n'y a plus de quoi découvrir cet artiste, qu'il n'y a plus de matière, qu'il n'y a plus de mise en avant, c'est certain que certains artistes vont mourir avec leur public premier. Mais si la chose continue, s'il y a encore ce qu'il faut pour les découvrir, alors les artistes sont éternels. C'est ça aussi la magie du spectacle. Et là, ça va vraiment être l'occasion de redonner une seconde vie à toutes ces œuvres. Et je dois avouer que moi, je les ai écoutées très sincèrement quand je vous ai rencontrés. Oui. La musique, moi je la considère de toute façon intemporelle parce que même si les genres se succèdent, il y a toujours des bases, il y a toujours quelque chose. Donc je suis assez d'accord avec vous. On peut aimer une musique, quel que soit le genre musical qu'on écoute, il n'y a absolument aucun lien. C'est un coup de cœur. Pour moi, les musiques, ce sont des coups de cœur. Et c'est assez facile d'avoir votre papa parce qu'il avait l'air très solaire en fait. Dans ses œuvres, on se sent bien quand on l'écoute. Oui, mais vous savez, c'était aussi ces années 60, 70, 80, des époques où naturellement le commerce existait. On a toujours fait des disques pour en vendre, c'est évident, hein, on va pas se mentir. Mais c'était une époque de sincérité et pas de démagogie, c'est-à-dire que on ne cherchait pas forcément à faire des coups commerciaux. Et même quelqu'un, je pense à Claude François par exemple, qui enchaînait succès sur succès, c'était quelqu'un qui naturellement avait été très avisé en tant que producteur et interprète, et il était aussi éditeur musical, mais c'était aussi quelqu'un qui, même s'il avait une réputation d'un homme d'affaires très dur, suivait également son instinct et ses envies. Et cette époque de la chanson française, pourquoi je crois on dit que c'est une grande époque? Parce que les artistes faisaient des choses qui leur ressemblaient. Avant tout, ils n'essayaient pas de plaire à des communautés, à des petites doxas au milieu parisien ou au milieu provincial. Ils faisaient ce qu'ils aimaient. Et c'est, je crois, aussi le fait de découvrir Franck Fernandel pour la jeune génération ou un autre chanteur de la même époque, c'est aussi une porte ouverte sur d'autres artistes, sur une époque tout entière. Parce que ce qui est intéressant, encore une fois, c'est d'arriver en découvrant une personne ou une autre, à tirer ensuite à la ligne tout ce qui fait partie de l'époque dans laquelle cette personne-là s'inscrivait. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de faire découvrir aux jeunes générations des choses qu'ils ne connaissaient pas. Parce que, d'abord et avant tout, pourquoi n'aimeraient-ils pas? Pourquoi fait-on aujourd'hui passer le public des 15, 25, même maintenant 35 ans
pour des gens sans substance et qui seraient tellement idiots qu'ils ne pourraient pas apprécier une chanson romantique ou des paroles qui auraient plus de 15 mots de vocabulaire. Ça, c'est encore une invention, je ne sais pas de qui, mais c'est une invention. Voilà. Bien sûr. Les paroliers se perdent un peu, mais je pense sincèrement qu'on y revient. Peut-être par Oui, d'autres biais, par le slam, mais on revient à ces paroliers qui manquent tant à la chanson française de nos jours. Je- mais vous savez, il y a une lassitude aussi du public d'entendre des chansons morbides, parfois même extrêmement violentes, avec des sentiments qui n'ont que très peu de noblesse et pas beaucoup de beauté. Je crois que l'être humain aussi a besoin, non pas d'avoir que de la chanson joyeuse et allègre, mais si l'on parle de drame, que ce soit tout de même emballé dans un écrin qui soit travaillé, qui ait une certaine élégance. Vous savez, moi je n'écoute pas que de la variété française des années 70 avec une chemise pelle à tarte et des peignoirs de soie. J'aime aussi énormément ce qui pouvait se faire dans les années 90 ou 2000. Je prends un exemple qui va vous sembler lointain et pourtant ça fait aussi partie de mes goûts. NTM avec Cool Chain et Joe Star, c'était de la musique urbaine, de la musique avec une forme d'âpreté et de violence. Mais quelle écriture! Avec des arrangements splendides, avec une intelligence dans les histoires. Je pense à cette chanson Laisse pas tomber ton fils, c'est un chef-d'œuvre de la chanson française. Alors que vous dire d'Akhenaton et d'Ayam, qui sont des gens que j'adore, ça existe encore. Et encore une fois, il n'est pas forcément utile de sombrer dans le cliché qui tend à dire dès lors que Léo Ferré, Barbara et Brel sont morts, il n'y a plus de chansons françaises. Mais non, il y en a eu encore beaucoup. Mais attention, aujourd'hui, effectivement, on encourage des choses, que ce soit de l'urbain ou de la chanson française dite à texte, on encourage des choses qui parfois sont quand même d'un niveau musical et textuel assez bas. Et je crois que le public aussi a soif et a envie de découvrir des choses peut-être un peu plus élaborées. S'il va les découvrir dans les années 90, 80, 70, c'est peut-être qu'il y a un manque à notre époque de paroliers, de musiciens. Et ça, je vais vous dire, c'est aussi à l'industrie musicale de réagir et de proposer autre chose. Moi, vous savez, je suis un petit producteur, je fais partie des quelques indépendants qui existent encore, et notre mission, à moi et à mes collègues, indépendants, où on ne dépend pas de major, c'est effectivement le fait de faire un peu ce qu'on veut et de dire, ça, on va le mettre en avant. Que ça marche ou que ça ne marche pas, on a envie que ça existe, que ce soit un artiste ancien ou un artiste récent. Il y a encore cette liberté. Il y a encore cette liberté qui est importante. Et alors nous qui sommes foncièrement ancrés dans le local, on a une association qui le défend encore énormément, qui s'appelle Poète Vos Papiers, et qui, pareil, il défend énormément encore la langue française et ces artistes qui, de nos jours, veulent remettre un peu ça au goût du jour. Et je pense que cet album risque de leur donner en fait un second souffle, parce que c'est extrêmement difficile. Et le fait de voir revenir votre papa comme ça sur le devant de la scène, j'ai vraiment l'espoir que ça leur donne aussi envie de découvrir cette nouvelle génération qui est profondément ancrée dans ce style musical et qui n'a pas l'auditoire qu'il mérite. J'espère vraiment. Mais vous savez, c'est ça qui est formidable, c'est que lorsqu'on est producteur et que ce qu'on a travaillé patiemment dans son coin, dans l'ombre, d'un coup, émerge à la lumière du public, ce qui est formidable, c'est qu'ensuite, eh bien, ça fait son chemin, ça fait sa vie, ça va toucher des gens qu'on ne rencontrera peut-être jamais, ça va peut-être éveiller certaines consciences, ça va donner aussi tout simplement du bonheur dans le midi où les gens écouteront Franck Fernandel en buvant un verre de rosé devant le soleil couchant en se disant eh ben ça c'est la Provence, ça c'est le midi, ça c'est la joie, vous voyez, c'est ça qui est formidable. C'est qu'en fait on lance une poignée d'étoiles, voilà, quand on est producteur, on lance une poignée d'étoiles, on ne sait pas qui les verra, on ne sait pas où elles vont retomber, mais on sait qu'elles seront vues et on sait qu'elles vont tomber quelque part. Bah écoutez, j'espère qu'en tout cas, suite donc à la sortie officielle sur toutes les plateformes le 20 juin, je dis pas de bêtises. Absolument. Et ben, j'espère que suite à ça, vous aurez quand même de beaux retours. Parce que je pense effectivement qu'on a besoin aussi de ça. Et que ça va faire beaucoup de bien le soir, justement avec notre beau soleil sur nos terrasses, de revenir un peu à ces fondamentaux de la musique. Et puis ça changera un peu. Ça fait du bien aussi le changement. On en a besoin. Oui, tout à fait. Et puis vous
vous notez quand même cette grande stratégie de production qui fait que le disque sort un jour avant la fête de la musique et à l'entrée de l'été. Hein, voilà, on n'allait pas le sortir en plein mois de novembre. Hein. il fallait aussi que ce soit raccord avec la joie qui est dedans. Hein. Mais exactement, ça faut l'écouter au coucher de soleil sur nos terrasses, c'est obligatoire. Absolument, absolument. Eh bien écoutez, dès que ça sortira, nous en tout cas on sera fort de vous retransmettre les bons retours qu'on aura eus. Moi je sais déjà à qui je vais contacter pour être sûr qu'ils soient entendus par ceux qui en auront besoin. Et oui, mais il y en a où je sais qu'ils attendent ce genre d'album. Donc je vais m'assurer qu'ils sachent que ça sort. Et puis en tout cas, on est une fois de plus ravis de voir toute l'évolution de votre travail. Et est-ce que vous allez avoir des dates dans notre secteur, surtout pour votre tournée? Parce que Pagnol aussi, c'est chez nous. Oui, tout à fait. Ah ben alors, vous savez, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, notre spectacle Variation d'amour voyage beaucoup en France, au-delà du Rhône et au-delà de la Loire même, ce qui prouve que Pagnol est populaire absolument partout et pas uniquement sur ces terres. Là, nous allons être le 28 juin, ça va être une date extraordinaire à Marseille, au Festival de la Bonne Mère. Nous allons jouer le spectacle au pied de Notre-Dame de la Garde avec Marseille en toile de fond, ça va être splendide. Ensuite, nous allons repartir un petit peu dans le centre et dans le nord, et il est question que nous revenions dans le midi d'ici l'hiver pour remettre un petit peu de soleil quand même dans la grisaille en début d'année 2026, mais surtout nous allons également sans doute installer le spectacle d'ici quelques mois dans les brumes parisiennes, voilà, pendant quelques temps, mais naturellement que nous revenons dans la région. Moi, vous savez, il y a le spectacle Variation d'amour, mais je suis aussi très souvent dans la région pour des lectures aussi autour de Pagnol, que ce soit autour de Pagnol, effectivement, de Daudet, de La Fontaine, donc je me balade beaucoup. Mais la prochaine date à ne pas manquer, parce que le cadre va être exceptionnel, c'est le Festival de la Bonne Mère, le 28 juin. Voilà, et là je vais vous dire, Pagnol au pied de Notre-Dame de la Garde, très franchement, on peut pas faire mieux. Hein. Voilà. Ah non, là ça va être exceptionnel, ça fait rêver. Et je pense qu'on va pas manquer de spectateurs ce jour-là. Mets ta vie que ça va ramener beaucoup de monde parce que Pagnol, lui aussi, est incontournable par chez nous. Absolument, ce qui prouve bien que vous voyez que la culture ne souffre pas du temps qui passe. Voilà, c'est encore une fois la magie de l'art sous toutes ses formes, c'est le fait de traverser, de voyager dans les époques et le temps. Et c'est quand même très important de donner matière à penser librement. Ça, c'est très important. Voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui, je crois qu'on a besoin de retrouver aussi une forme de liberté de pensée, de discernement et de réflexion, et des auteurs comme Marcel Pagnol, et Dieu sait qu'ils sont nombreux les auteurs qui permettent ça, mais puisqu'on parle de Pagnol, des auteurs comme Pagnol, effectivement, favorisent aussi le fait d'avoir contact avec des pensées simples et à la fois profondes, et ça fait toujours du bien. Exactement. Et puis alors, depuis que vous les avez mis en voix, on peut vraiment les faire écouter dès le plus jeune âge. C'est fait pour le livre CD dont le titre très original qui est Marcel Pagnol lu par Vincent Fernandel. Vous voyez comme quoi mon éditeur a beaucoup pensé au titre pour qu'il soit efficace, qui est sorti en octobre 2023. Bah écoutez, il se vend toujours, j'en fais toujours des dédicaces. C'est des extraits pour les petits du château de ma mère, de la gloire de mon père et du temps des secrets, et ça marche. Ça marche, et puis il faut dire aussi une chose, c'est que Nicolas Pagnol, qui est un ami très proche, fait des manifestations tellement extraordinaires, restaure les films de son grand-père. Il y a eu un hommage au Festival de Cannes avec le biopic Marcel et Monsieur Pagnol réalisé par Sylvain Chaumet, où j'ai la chance de faire 2 voix d'ailleurs dedans, plus la projection de Merlus, un film un peu moins connu à Cannes Classics. Voilà, il y a aussi en plus de la maestria de Marcel Pagnol, il y a aussi un homme formidable qui est Nicolas Pagnol et qui fait des choses à dimension mais vraiment remarquables pour que l'œuvre de son grand-père continue à vivre dans le XXIe siècle. Et ça, je le souligne parce que c'est important. Et on peut dire exactement la même chose de vous. Vous êtes bien trouvés tous les deux. Je ne sais pas si nos auditeurs ont eu la chance de vous voir ensemble, mais alors c'est exceptionnel, c'est très drôle. Vous entendez effectivement extrêmement bien et ça se ressent. Et je trouve ça merveilleux parce que tous les deux, vous avez ce même objectif de faire perdurer tout ça, tout cet art. Et je pense que ça porte largement ses fruits. En tout cas, moi, grâce à vous, à votre voix et au travail de Nicolas, j'ai réussi à immerger mon jeune enfant dans l'univers de Pagnol. Je ne savais pas comment l'immerger, ça a très bien marché. Et je pense que, les chansons de votre papa, je pense que ça passera tout aussi bien sur la terrasse. Et c'est vrai que vous avez des façons parfaites, en fait, de
de remettre au goût du jour. Vous avez vraiment ce savoir-faire qui est exceptionnel tous deux, d'arriver à intéresser tout le monde finalement, absolument tout le monde. Oui, mais écoutez, vous savez, Nicolas, c'est son métier, hein. Vous savez, il administre le fonds de dotation Marcel Pagnol, donc la mission de Nicolas, c'est l'œuvre de Marcel Pagnol. Moi, c'est de temps à autre, lorsque je peux faire quelque chose et que ça me semble utile, que je remets ma famille sur le devant de la scène. Mais c'est vrai que je crois que ce qu'on partage avec Nicolas, c'est que tout ce qu'on fait, on veut le faire bien et d'une manière éthique. Voilà. Les coûts commerciaux bas de gamme, nous laissons cela aux autres. Parce que, encore une fois, nous avons quand même cette responsabilité de porter l'œuvre de gens qui ne sont plus là, que le public aime encore, qui ont été des gens importants dans le patrimoine français. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et ce souci d'éthique et de qualité, je crois que c'est quelque chose aussi avec Nicolas qui préside grandement à notre amitié. Et puis vous avez un humour en commun aussi. On va pas se mentir, vous êtes tous les deux dotés d'un bel humour. Oui, alors c'est vrai que quand on nous met ensemble, on est très rapidement intenable et insupportable. Parce que notre objectif premier quand on se voit, c'est surtout de rigoler, quoi. Ça c'est vrai, je l'avoue. Et les gens qui nous ont rencontrés ensemble, je crois, peuvent en attester également. Ah oui, moi j'ai beaucoup ri. Mais tant mieux, nous sommes ravis de rendre service. Alors écoutez, je le rappelle une dernière fois, mais donc dès le 20 juin, ce sera sur toutes les plateformes. Et c'est l'occasion pour ceux qui ont la nostalgie de réécouter en excellemment bonne qualité Franck Fernandel, et pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore, eh bien au moins d'essayer, d'aller le découvrir. Ça plaît pas, mais au moins ils en auront écouté. Et ça c'est, je pense, déjà une belle victoire. Absolument. Merci beaucoup Vincent, vous êtes toujours présent quand vous faites quelque chose, vous pensez toujours à nous et ça nous fait extrêmement plaisir. Et vous savez, Belinda, c'est normal parce que encore une fois, les gens qui défendent la culture nationale, locale, et puis que ça intéresse, il est bien normal de porter la chose partout. Vous savez, que ce soit, moi je fais pas la différence entre les grands médias et les petits médias. Il y a les médias, il y a le partage, et ça me fait plaisir d'aller partout où l'on souhaite que je sois et où l'on parle de ces belles choses que j'essaye d'entreprendre et de porter vers le public. Eh bien écoutez, on se retrouvera pour la prochaine aventure, alors avec plaisir, avec joie. Merci beaucoup. Merci Belinda et à très bientôt.